Je m'appelle Gareth et, à 25 ans, je n'aurais jamais imaginé que mes parents me trahiraient de la sorte. Pendant 3 ans, j'ai payé pour presque tout en vivant dans leur garage, contraint de quitter ma chambre pour faire de la place à mon frère et sa petite amie enceinte. Je me souviens du choc en rentrant chez moi et en découvrant mes affaires jetées en vrac dans cet espace froid et exigu. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs plus tôt. Avant de partager mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de survivants qui ont transformé la douleur en force. Ayant grandi dans la banlieue de l'Oregon, ma relation avec mes parents avait toujours été solide. Maman travaillait comme réceptionniste à temps partiel dans un cabinet dentaire, tandis que papa occupait un poste stable de chauffeur-livreur. C'étaient des gens travailleurs qui faisaient de leur mieux pour subvenir à nos besoins, à Jake et à moi, même lorsque les finances étaient serrées. Notre modeste maison de 3 chambres était toujours remplie de chaleur malgré nos difficultés financières. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris la valeur du travail et de la responsabilité, en faisant des tournées de journaux à l'adolescence et plus tard en travaillant pendant mes études universitaires. Après avoir obtenu mon diplôme en informatique, j'ai décroché un poste de développeur de logiciels dans une entreprise technologique en pleine croissance. Le salaire de départ n'était pas spectaculaire, mais il était stable avec un bon potentiel de croissance. Beaucoup de mes amis ont immédiatement déménagé, louant des appartements en colocation ou des studios pour eux-mêmes. J'avais initialement prévu de faire de même, mais une conversation avec mes parents a changé ma trajectoire. Ton père et moi sommes si fiers de toi, Gareth, m'a dit maman un soir, il y a environ 3 ans. Mais nous aurions vraiment besoin d'un peu d'aide avec l'hypothèque. Le taux d'intérêt a augmenté et avec les problèmes de dose de ton père qui limitent ses heures. Leur demande n'était pas déraisonnable. La récession les avait durement touchés et ils se remettaient encore financièrement. Papa s'était blessé au dos l'année précédente, ce qui avait considérablement réduit ses revenus. Leurs économies pour la retraite avaient pris un coup et les factures médicales s'accumulaient. J'ai accepté de rester à la maison et de contribuer aux dépenses du ménage tout en économisant pour mon propre logement. Juste pour 1 an ou 2, me suis-je dit, jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Nous avons convenu que je paierais les 2/3 de l'hypothèque et des charges, en plus d'acheter la plupart des courses. En retour, j'aurais ma chambre d'enfant et la liberté d'aller et venir à ma guise. L'arrangement semblait juste, et au début, il a bien fonctionné. Je constituais mon épargne tout en aidant les personnes qui m'avaient élevé. Mon frère Jake était une toute autre histoire. De 2 ans mon cadet, il avait toujours été le charmeur de la famille. Là où j'étais studieux et méthodique, Jake était spontané et charismatique. Il savait se sortir de n'importe quel pétrin par la tchatche et maîtriser l'art de l'effort minimum pour un maximum de récompenses. Après avoir à peine obtenu son diplôme d'études secondaires, il a enchaîné les emplois dans le commerce de détail, ne restant jamais nulle part plus de 6 mois. Jake se cherche, c'est tout, disait maman chaque fois que j'exprimais ma frustration face à son manque de direction. Il vivait aussi à la maison, mais sa contribution financière était minime et irrégulière. 20 $ par-ci, 30 par-là, quand il en avait envie. Bien qu'il ait 23 ans, il passait la plupart de ses week-ends à faire la fête avec des amis, rentrant à des heures indues et dormant jusqu'à midi. Mes parents lui faisaient rarement des reproches sur son comportement, craignant apparemment de l'éloigner. Ton frère est juste câblé différemment, expliquait papa. Tout le monde ne peut pas être aussi concentré que toi, Gareth. Ces commentaires me piquaient, mais je les balayais d'un revers de la main. Après tout, c'était moi qui bâtissais une carrière, moi qui avais un plan. J'étais fier d'être fiable, d'aider ma famille à rester à flot. Mon objectif était d'économiser suffisamment pour un acompte sur une petite maison, quelque chose qui prendrait de la valeur avec le temps. J'étais en bonne voie pour atteindre cet objectif en 2 ou 3 ans si je maintenais mon budget strict. Il y avait des signes subtils de favoritisme que j'ignorais. Maman préparait les plats préférés de Jake les soirs de semaine, mais ne préparait les miens que pour les grandes occasions. Papa laissait tout tomber pour aider Jake avec ses problèmes de voiture, mais me demandait d'attendre le week-end si j'avais besoin d'aide. De petites choses, faciles à ignorer, mais qui formaient un schéma que je refusais de reconnaître. Malgré ces irritations mineures, la vie était stable. J'avais mon espace privé pour décompresser après le travail. J'avançais dans ma carrière, recevant ma première promotion en 10 mois. Ma vie sociale était limitée, mais satisfaisante, avec des sorties le week-end avec des collègues et un rendez-vous occasionnel. J'ai même commencé un petit projet parallèle de développement d'une application qui s'annonçait prometteur.
L'avenir semblait radieux et je croyais que mon sacrifice de vivre à la maison était temporaire et en valait la peine. Tu fais ce qu'il faut, m'a assuré mon ami Marcus lorsque j'exprimais des doutes occasionnels. Bâtir une base financière tout en aidant tes parents est admirable. Assure-toi juste de finir par prendre ton indépendance. Je n'avais aucune idée à quel point son avertissement deviendrait prophétique, ni à quelle vitesse mon arrangement confortable se transformerait en un cauchemar d'exploitation et de manque de respect. Le premier frémissement dans l'harmonie de notre foyer est survenu un mardi soir apparemment ordinaire. Jake a fait irruption par la porte d'entrée pendant le dîner, un sourire inhabituel étalant sur son visage. Il nous rejoignait rarement pour les repas, donc sa seule présence signalait quelque chose d'important. « J'ai une grande nouvelle », a-t-il annoncé en tirant une chaise et en se servant de la lasagne que j'avais rapportée. Nathalie est enceinte. Vous regardez un futur papa. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Nathalie était sa dernière petite amie, une petite blonde avec un penchant pour le drame qui travaillait comme barista. Ils sortaient ensemble depuis à peine 4 mois, et leur relation semblait aussi instable que toutes ses précédentes, marquée par des disputes intenses suivies de réconciliations passionnées. « Tu es sérieux ?» haleta maman, sa main volant vers sa poitrine. « Je vais être grand-mère. » Ce qui a suivi fut une scène de jubilation qui m'a laissé perplexe. Papa a sauté sur Jake pour le serrer dans ses bras. Maman essuyait des larmes de joie et les questions sur les dates d'accouchement et les révélations de genre fusaient. Personne n'a posé les questions évidentes. Comment Jake subviendrait-il aux besoins d'un enfant? Où vivrait-il? Était-ce prévu ou un accident? Au lieu de cela, cette grossesse non planifiée de mon frère chroniquement au chômage était célébrée comme s'il avait annoncé avoir remporté un prix Nobel. « C'est une merveilleuse nouvelle, mon fils », a dit papa, en tapant sur l'épaule de Jake. Rien n'est plus important que la famille. J'ai aussi offert mes félicitations, bien qu'avec plus de réserve. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à réfléchir à la façon dont cela pourrait affecter la dynamique de notre foyer. Je n'aurais jamais imaginé à quel point ma vie était sur le point de changer radicalement. 2 semaines plus tard, je suis rentré d'une journée de travail particulièrement éprouvante. Une panne de système m'avait retenu au bureau jusqu'à 20h30, et tout ce que je voulais, c'était une douche et le confort de mon lit. Quand j'ai déverrouillé la porte d'entrée, des chaussures inconnues étaient éparpillées dans l'entrée, et le salon était rempli de boîtes. « Maman, papa » ai-je appelé, naviguant à travers le désordre. Maman est apparue de la cuisine, une expression étrange sur son visage, entre culpabilité et défensive. « Gareth, nous devons parler » a-t-elle dit, en désignant la table de la salle à manger. Papa nous a rejoints, évitant mon regard. Jake et Nathalie emménagent avec nous, a annoncé papa sans préambule. Ils ont besoin de stabilité avant l'arrivée du bébé. D'accord, dis-je lentement, ne sachant pas pourquoi cela nécessitait une discussion formelle. Jake vivait essentiellement à la maison de toute façon, disparaissant juste pendant des jours pour rester à l'appartement partagé de Nathalie. Ils peuvent utiliser la chambre d'amis, non? Le silence inconfortable qui a suivi m'a glacé le sang. En fait, a continué maman, sa voix anormalement enjouée, nous pensons qu'ils ont besoin de plus d'espace avec le bébé qui arrive et tout. Ils auront besoin de place pour un berceau et une table à langer. Alors, nous leur avons donné ta chambre, a terminé papa, croisant enfin mon regard avec un air de défi. Nous avons déménagé tes affaires dans le garage. Nous l'avons aménagé pour toi. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ma chambre, l'espace que j'avais entretenu, le sanctuaire où je me retirais après de longues journées de travail à soutenir ce foyer, donné sans consultation. Vous avez fait quoi, ai-je demandé, ma voix à peine audible. C'est déjà fait, a dit maman, me tapotant la main comme pour apaiser un enfant. Viens voir ce que nous avons fait avec le garage. C'est assez confortable. Dans un état second, je les ai suivis à travers la cuisine et par la porte latérale jusqu'à notre garage indépendant. La moitié de l'espace était encore occupée par les outils de papa et des boîtes de rangement. L'autre moitié avait été hâtivement convertie en une chambre improvisée. Mon lit était coincé contre un mur, ma commode contre un autre. Un petit bureau supportait mon ordinateur. Un paravent fragile donnait l'illusion d'une séparation avec les objets du garage. Nous avons mis ce chauffage d'appoint pour l'hiver, a dit papa fièrement, en montrant une petite unité qui semblait terriblement inadéquate pour l'espace non isolé. Et nous avons tiré une rallonge pour tes appareils électroniques. Je suis resté silencieux, assimilant ce qu'ils avaient fait. Le sol en béton était partiellement recouvert d'un vieux tapis.
Il n'y avait pas de véritable placard, juste un portant en métal pour suspendre les vêtements. La seule fenêtre était petite et couverte de barreaux de sécurité, offrant un minimum de lumière naturelle ou de ventilation. « Où sont les toilettes ?» ai-je finalement demandé. « Tu utiliseras la salle d'eau du rez-de-chaussée », a expliqué maman. « Et tu pourras te doucher dans la salle de bain principale quand Jake et Nathalie ne l'utiliseront pas. » Mes affaires avaient été emballées à la hâte, avec peu de considération pour l'organisation ou le soin. Les livres étaient fourrés dans des boîtes au hasard, les photos encadrées empilées dans un coin, certaines avec le verre fissuré. Le manque de respect était palpable. « Vous avez fait ça sans me demander ?» ai-je réussi à dire, luttant pour garder ma voix stable. « Je paie la plupart des factures dans cette maison. »« C'est seulement temporaire », a insisté maman, bien que ses yeux aient fui les miens. Juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. La famille doit se serrer les coudes dans les moments importants comme celui-ci. Et tu n'es même pas là la plupart de la journée, a ajouté papa. Tu es au travail. Ils ont plus besoin de l'espace que toi. Avant que je puisse formuler une réponse, des rires ont attiré notre attention vers la maison. Jake et Nathalie traversaient la cuisine, les bras chargés de sacs de course. Ils nous ont aperçus par la porte ouverte du garage. Oh, salut, Gareth, a appelé joyeusement Jake. Merci pour l'amélioration de la chambre, frérot. Nathalie adore l'espace de rangement supplémentaire. Nathalie a fait un petit signe de la main, sa main libre reposant sur son ventre encore plat. La chambre de bébé sera magnifique une fois que nous l'aurons peinte. Je pense à un vermante. Ils ont disparu à l'intérieur, me laissant debout dans ma nouvelle maison. La réalité de ma situation s'imposant avec un poids écrasant. L'espace qu'ils appelaient une chambre de bébé était le mien quelques heures auparavant. Les murs qu'ils prévoyaient de peindre m'avaient entouré depuis l'enfance. C'est mal, ai-je dit doucement. Ne sois pas égoïste, Gareth, a réprimandé maman. Ils amènent une nouvelle vie dans ce monde. Ta nièce ou ton neveu. Mettrais-tu vraiment ton confort au-dessus de leurs besoins? Présenté de cette façon, toute objection que je soulèverais ferait de moi le méchant. J'ai ravalé mes protestations, hoché la tête d'un air hébété et regardé mes parents retourner à la maison, satisfait que j'ai accepté leur décision. Laissé seul dans le garage froid, entouré des restes de ma vie emballés sans soin, j'ai vécu la première véritable trahison des personnes en qui j'avais le plus confiance. La vie dans le garage s'est avérée tout aussi difficile que je le craignais. Décembre en Oregon a apporté des températures qui chutaient dans les 30 degrés la nuit, et le petit chauffage d'appoint luttait contre les murs pleins de courants d'air et le sol en béton. Je me réveillais souvent en frissonnant malgré le fait de dormir en pantalon de survêtement, chaussettes thermiques et sweat à capuche. La rallonge qu'ils avaient fournie était insuffisante pour mes besoins, faisant fréquemment sauter le disjoncteur lorsque j'essayais d'utiliser mon ordinateur et le chauffage simultanément. L'intimité est devenue un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Les murs fins de l'espace converti n'atténuaient guère les bruits d'outils déplacés chaque fois que papa avait besoin de quelque chose de son établi. La serrure de la porte latérale était fragile, offrant une sécurité minimale pour mes biens. Pour utiliser la salle de bain, je devais entrer dans la maison principale, interrompant parfois maladroitement des moments de famille dans le salon ou la cuisine. Mais l'inconfort physique était pâle en comparaison du fardeau financier qui augmentait progressivement. Un mois après le réaménagement de la chambre, Jake a perdu son dernier emploi au magasin d'électronique. Ils étaient totalement déraisonnables sur la couverture des quarts de travail, s'est-il plaint pendant le dîner. Comment étais-je censé savoir que je devais appeler 3 heures avant mon quart si je ne pouvais pas venir? Papa a hoché la tête avec sympathie. Certains managers ne comprennent tout simplement pas que la vie arrive. 2 semaines plus tard, Nathalie a annoncé qu'elle quittait son poste de barista. Le médecin dit que le stress n'est pas bon pour le bébé, a-t-elle expliqué, une main protégeant son ventre à peine visible. De plus, toutes ces odeurs de café me donnent la nausée. Avec Jake et Nathalie tous deux au chômage, les dépenses du ménage se sont reportées encore plus radicalement sur mes épaules. Les factures d'épicerie ont doublé car Nathalie prétendait avoir besoin d'aliments biologiques spécifiques pour le développement du bébé. Les coûts des services publics ont grimpé en flèche avec 2 adultes supplémentaires à la maison toute la journée, utilisant l'électricité, l'eau et le chauffage que je payais principalement. Lorsque la première facture d'impôt foncier du trimestre est arrivée, papa m'a approché dans le garage alors que je me préparais pour le travail. « Gareth, nous allons avoir besoin d'un peu plus d'aide ce mois-ci », a-t-il dit en me montrant le relevé. Avec Jake entre 2 emplois et le bébé qui arrive, nous sommes à court. « Combien ?» ai-je demandé,
calculant déjà mentalement ce que cela ferait à mon plan d'épargne. Nous avons besoin de $500 de plus en plus de ta contribution habituelle. Je l'ai regardé fixement, faisant un calcul rapide. Papa, cela signifierait que je paie près de 70% de toutes les dépenses du ménage. Il a haussé les épaules, insensible à cette observation. Nous devons tous nous serrer les coudes en ce moment. C'est ce que fait une famille. À contre-cœur, j'ai transféré l'argent supplémentaire, regardant mes économies soigneusement constituées commencer à s'éroder. Ce qui avait été initialement présenté comme un arrangement temporaire ne montrait aucun signe de changement. Jake a fait des efforts symboliques pour trouver un emploi, se rendant à des entretiens occasionnels, mais trouvant toujours des raisons pour lesquelles les postes ne convenaient pas. Le commerce de détail est une impasse, a-t-il déclaré après avoir rejeté une offre d'emploi d'un magasin de bricolage. J'ai besoin de quelque chose avec un avenir, tu sais. Pendant ce temps, Nathalie se sentait de plus en plus chez elle, réorganisant les placards de la cuisine à sa guise et laissant ses affaires personnelles éparpillées dans les espaces communs. Elle a pris l'habitude d'utiliser mes produits de douche haut de gamme chaque fois que je les laissais dans la salle de bain, prétextant que le cerveau de grossesse la rendait oublieuse quant à savoir quels articles étaient les siens. Mes tentatives d'établir des limites se sont heurtées à la résistance et aux accusations. Sérieusement, Gareth, ce n'est que du shampoing, a lancé Jake quand j'ai mentionné le problème. Veux-tu vraiment que ma petite amie enceinte utilise des produits bon marché avec des produits chimiques? Des objets personnels ont commencé à disparaître de mon espace de garage. Mes écouteurs sans fil ont disparu pour réapparaître des semaines plus tard en possession de Jake. Je pensais que tu avais dit que je pouvais les emprunter, a-t-il insisté lorsqu'il a été confronté. Je n'ai jamais dit ça. Eh bien, le cerveau de grossesse doit être contagieux parce que j'aurais juré que tu l'avais fait. L'horaire de la salle de bain est devenu un autre point de discorde. Bien que nous ayons convenu que j'aurais accès entre 7h et 7h30 chaque matin avant le travail, je trouvais fréquemment Nathalie occupant la douche pendant mon temps imparti. Les nausées matinales étaient son excuse standard, bien qu'elle semblait étrangement programmée pour coïncider précisément avec mon temps de salle de bain. Après 3 mois de vie dans le garage, j'ai tenté d'avoir une conversation rationnelle sur l'équité et la contribution. J'ai choisi un dimanche après-midi où tout le monde était à la maison, présentant une proposition raisonnable de partage des responsabilités. Je comprends que soutenir la famille est important, ai-je commencé avec précaution, mais je pense que nous devons discuter d'un calendrier pour que Jake et Nathalie trouvent leur propre logement, ou au moins contribuent aux dépenses du ménage. La réaction a été immédiate et hostile. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste, a dit maman, son expression déçue. Ton frère se prépare à devenir père. Ne te soucies-tu pas du tout de ta nièce ou de ton neveu? Nous faisons de notre mieux, a ajouté Nathalie, les larmes lui montant aux yeux sur commande. Penses-tu que je voulais avoir des nausées matinales et perdre mon travail? Jake a passé un bras protecteur autour de ses épaules. Une vraie famille se soutient sans compter les points, frérot. Je ne compte pas les points, ai-je protesté. Je pense juste qu'il devrait y avoir un certain équilibre. Je vis dans un garage tout en payant pour presque tout. Le garage que nous possédons, a souligné sèchement papa, sur notre propriété. L'implication était claire. Malgré mes contributions financières, je n'avais aucun droit réel de négocier. La conversation s'est terminée par mes excuses pour avoir contrarié tout le monde, en particulier Nathalie dans son état délicat. Au fil des mois, mon ressentiment a grandi en même temps que ma pression financière. Mon objectif d'épargne est devenu de plus en plus lointain à mesure que de nouvelles dépenses d'urgence survenaient. Lorsque le chauffe-eau est tombé en panne, j'ai couvert le remplacement de $2000. Lorsque l'assurance habitation a augmenté, j'ai absorbé la différence. Tout cela pendant que Jake et Nathalie ne contribuaient à rien au-delà de gestes symboliques occasionnels comme acheter une pizza ou un gallon de lait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 9 mois après le début de cet arrangement, lorsque j'ai découvert que la famille prévoyait une escapade de week-end pour célébrer l'arrivée imminente du bébé. Nous pensons à un joli chalet au bord du lac, m'a dit maman avec enthousiasme. Juste la famille pour profiter de notre dernier week-end tranquille avant l'arrivée du bébé. Ça a l'air sympa, ai-je dit. C'est quand? Le week-end prochain. Nous avons besoin de ta part des frais de location d'ici mercredi. Ça revient à $700. J'ai cligné des yeux, surpris. Ma part? $700? C'est la plus grande partie du coût, n'est-ce pas? Eh bien, Jake et Nathalie ne peuvent pas contribuer en ce moment, évidemment,
a-t-elle expliqué comme si elle parlait à un enfant, et ton père et moi couvrons la nourriture et les activités. Ai-je même été inclus dans la planification, ai-je demandé. Maman avait l'air mal à l'aise. Eh bien, nous avons supposé que tu serais occupé avec le travail. C'est vraiment plus pour les futurs parents de toute façon. Le message ne pouvait pas être plus clair. Mon argent était le bienvenu, mais ma présence était une arrière-pensée. Cette nuit-là, seul dans mon garage froid, je me suis enfin permis de reconnaître ce que mon ami Marcus me disait depuis des mois. Je n'étais pas traité comme un membre de la famille. J'étais utilisé. Bébé Sophia est arrivée au début de l'été, un petit paquet de 6 livres avec le nez de Jake et les yeux bleus de Nathalie. Le foyer tournait entièrement autour de son arrivée, mes parents s'étant transformés en grands-parents dévoués qui semblaient oublier qu'ils avaient 2 fils, et non un seul. Ma chambre, maintenant officiellement convertie en chambre de bébé avec des murs vermantes et des décalcomanies de créatures de la forêt, est devenue un sanctuaire pour leur premier petit enfant. N'est-ce pas incroyable ce que Jake et Nathalie ont créé, disait maman, berçant Sophia tout en faisant visiter la chambre aux parents en visite. Personne n'a jamais mentionné que la chambre était la mienne quelques mois auparavant, ou que je vivais maintenant dans le garage tout en finançant une grande partie de leur vie de famille confortable. Mes conditions de vie se sont encore détériorées après la naissance de Sophia. Le sommeil est devenu un luxe car les pleurs du bébé pénétraient les murs fins du garage à toute heure. Nathalie a pris l'habitude de faire la lessive à minuit, la machine à laver et le sèche-linge étant situés juste de l'autre côté de mon mur improvisé. Leurs grondements et bourdonnements rendaient le repos impossible. Les bébés fonctionnent selon leur propre horaire, disait-elle d'un air dédaigneux lorsque je mentionnais le bruit. Essaie de maintenir un nouveau-né à un horaire pratique. Le fardeau financier s'est alourdi. Le lait maternisé, les couches et les vêtements de bébé ont été mystérieusement ajoutés à la liste de courses que je devais financer. Les visites chez le médecin et les dépenses imprévues pour le bébé sont devenues ma responsabilité, car, la famille est de la famille. Le solde de ma carte de crédit a commencé à augmenter pour la première fois depuis l'université, mes finances soigneusement gérées s'effondrant sous la pression. 1 an après le début de cet arrangement, ma vie était devenue méconnaissable. La carrière prometteuse que j'avais entamée stagnait car le manque chronique de sommeil et le stress affectaient mes performances. Ma superviseure a remarqué le changement. « Tu sembles distrait ces derniers temps, Gareth », a-t-elle commenté lors de mon évaluation annuelle. « La qualité de ton code a baissé et tu as manqué 2 échéances de projet. Est-ce que tout va bien à la maison ? Comment pouvais-je expliquer que ma maison était un garage plein de courants d'air où je dormais sur un lit simple entre des boîtes de rangement et des outils électriques ? Que je subvenais essentiellement aux besoins de 5 personnes avec un seul salaire tout en étant traité comme un locataire indésirable ? J'ai marmonné quelque chose sur des problèmes familiaux temporaires et j'ai promis de m'améliorer. Ma vie sociale s'est complètement étiolée. Mes amis ont cessé de m'inviter après que j'ai annulé trop de fois en raison d'obligations familiales ou de contraintes financières. Les rencontres amoureuses sont devenues impossibles, tant sur le plan logistique qu'émotionnel. Comment pouvais-je ramener quelqu'un dans une chambre de garage ? Comment pouvais-je expliquer ma situation de vie sans paraître pathétique ou stupide ? L'isolement a nourri une dépression croissante. Je me retrouvais assis dans ma voiture après le travail, redoutant le retour à une maison où j'étais à la fois essentiel et invisible. Certains soirs, je conduisais jusqu'à un parc voisin juste pour m'asseoir en silence et échapper au chaos de la maison. La dynamique au sein de la maison est devenue de plus en plus toxique. Jake et Nathalie agissaient comme s'ils étaient les principaux résidents, prenant des décisions sur les espaces communs sans consultation. Le salon s'est progressivement rempli d'équipements pour bébé, laissant peu de place pour qui que ce soit d'autre. Les placards de la cuisine ont été réorganisés pour accueillir les biberons et les fournitures pour bébé, mais quelques affaires étant repoussées sur les étagères supérieures peu pratiques. Lorsque des décisions familiales étaient prises, j'étais rarement inclus dans la discussion. Bien que je sois le principal contributeur financier, des achats importants se faisaient sans mon avis, bien que le coût me retombait souvent dessus. Lorsque le réfrigérateur a dû être remplacé, papa et Jake ont choisi un modèle cher avec un distributeur de glaçons et d'eau intégré, puis m'ont présenté la facture comme un fait accompli. Nous savions que tu voudrais le meilleur pour la famille, a dit papa lorsque j'ai remis en question l'extravagance. L'attitude de Jake et Nathalie à mon égard est passée de la gratitude initiale à une attente pleine de droits. Mon soutien financier était considéré comme acquis, traité comme une obligation plutôt qu'un choix. Si j'hésitais ou remettais en question une dépense, j'étais dépeint comme égoïste et insensible. « Veux-tu vraiment que ta nièce boive de l'eau du robinet ?» demandait Nathalie si je remettais en question la livraison d'eau en bouteille.
Il pourrait y avoir du plomb dans les tuyaux. Sophia a besoin de ses jouets éducatifs pour un développement correct, insistait Jake en commandant des articles pour bébés coûteux en ligne, à moins que tu ne veuilles qu'elle prenne du retard sur les autres enfants. Chaque demande était enveloppée de culpabilité et de manipulation émotionnelle. Chaque refus était accueilli par des accusations de ne pas se soucier de la famille. Le poids d'être le responsable m'écrasait un peu plus chaque jour. Le contraste entre la façon dont mes parents traitaient Jake et moi est devenu impossible à ignorer. Sa paternité était louée à outrance malgré son implication minimale. Le fait qu'il fasse occasionnellement la vaisselle était traité comme un effort extraordinaire méritant d'être reconnu. Pendant ce temps, mes contributions quotidiennes, financières et autres, étaient attendues et passées sous silence. Ton frère a vraiment mûri depuis qu'il est devenu père, a commenté maman un soir alors que Jake jouait aux jeux vidéo pendant que Nathalie donnait le bain au bébé. Il a une connexion si naturelle avec Sophia. L'injustice me brûlait, mais j'avais appris que le souligner ne menait qu'à plus de conflits et de culpabilité. Au lieu de cela, je me suis replié davantage sur moi-même, travaillant plus longtemps pour éviter de rentrer à la maison, économisant le peu que je pouvais sur un compte séparé dont ma famille ignorait l'existence. Ma seule source de soutien restait mon collègue Marcus, qui était devenu un ami proche. Pendant les pauses déjeuner, je lui confiais la dernière injustice domestique, la nouvelle demande financière. Ce n'est pas normal, Gareth, me répétait-il. Ce qu'ils font, c'est de l'abus financier. Tu permets à un système dysfonctionnel de fonctionner. C'est ma famille, répondais-je automatiquement. Quel choix ai-je? Le choix de te valoriser, disait-il. Le choix de fixer des limites. Le choix de partir si ces limites ne sont pas respectées. Ces mots ont planté des graines qui mettraient des mois à germer. Pourrais-je vraiment quitter ma famille? Est-ce que je les aidais vraiment en permettant à cette exploitation de continuer? Ou est-ce que je ne faisais que retarder l'effondrement inévitable d'une situation insoutenable? Alors que la marque d'un an de vie dans le garage s'étirait à 18 mois, puis à 2 ans, je regardais mes rêves de propriété s'évanouir dans l'impossibilité. Mes économies avaient été épuisées, l'élan de ma carrière stoppé, mon estime de soi érodée par des messages constants selon lesquels mes besoins étaient secondaires à ceux de tous les autres. Les vacances en famille planifiées sans m'inclure ont été particulièrement douloureuses. Des photos de mes parents, de Jake, de Nathalie et de Sophia dans une station balnéaire ont rempli notre discussion de groupe familial, des aventures que j'avais aidé à financer mais que je n'avais pas été invité à partager. Quand ils sont revenus, bronzés et souriants, personne ne semblait remarquer l'absurdité de me montrer des photos de vacances d'un voyage que j'avais partiellement financé mais dont j'avais été exclu. Sophia a adoré l'océan, s'est exclamée maman en faisant défiler des photos sans fin. C'est un vrai bébé d'eau. J'ai hoché la tête et souri, jouant mon rôle assigné d'oncle solidaire et de soutien financier, ravalant la blessure et le ressentiment qui menaçaient de m'étouffer. Cette nuit-là, allongé sur mon lit dans le garage, écoutant les sons lointains de ma famille regardant un film ensemble dans le salon, j'ai enfin reconnu la vérité que Marcus avait essayé de m'aider à voir. Ce n'était pas une situation temporaire. Ce n'était pas une famille se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. C'était de l'exploitation, purement et simplement, et cela continuerait tant que je le permettrais. Après 2 ans à vivre dans le garage tout en soutenant financièrement la famille de mon frère, j'ai décidé qu'il était temps pour une intervention directe. J'ai passé des semaines à me préparer, à rassembler des documents financiers, à créer des feuilles de calcul et à élaborer un plan raisonnable pour la transition de Jake et Nathalie vers l'indépendance. J'ai répété ce que je dirais, en essayant de tout formuler en termes de ce qui était le mieux pour la stabilité future de Sophia. J'ai choisi un dimanche après-midi où Sophia faisait la sieste, demandant à tout le monde de se réunir dans le salon pour une discussion familiale importante. J'avais même préparé des documents, imprimés professionnellement et organisés dans des dossiers. Merci à tous de vous asseoir avec moi, ai-je commencé en distribuant les dossiers. Je voulais parler de nos arrangements de vie et financiers. J'ai rassemblé quelques informations qui, je pense, nous aideront tous. Papa a immédiatement froncé les sourcils en voyant la feuille de calcul montrant les dépenses et les contributions du ménage. Maman a feuilleté nerveusement les pages. Jake n'a même pas ouvert son dossier, se penchant plutôt en arrière les bras croisés de manière défensive. Nathalie a jeté un coup d'œil et a fait glisser son dossier sur la table basse. Je soutiens ce foyer à des niveaux insoutenables, ai-je continué avec précaution. Actuellement, je couvre 78% de toutes les dépenses tout en vivant dans un garage aménagé. Cet arrangement a été présenté comme temporaire, mais nous en sommes maintenant à 2 ans sans aucun plan de changement.
Tu dis que nous ne sommes pas reconnaissants, a interrompu maman, la voix tendue. Parce que nous apprécions tout ce que tu fais, Gareth. Il ne s'agit pas de gratitude, ai-je précisé. Il s'agit de créer une situation durable pour tout le monde. C'est pourquoi j'ai créé ce plan en 3 phases pour aider Jake et Nathalie à passer à l'indépendance financière. Je les ai dirigés vers la page correspondante, qui décrivait un processus progressif de 6 mois où ils assumeraient progressivement plus de responsabilités financières pendant que je continuerai à fournir un soutien décroissant. La première phase implique que vous trouviez tous les deux un emploi au moins à temps partiel, ai-je expliqué. J'ai recherché plusieurs options qui fonctionneraient avec l'horaire de Sophia, y compris des postes à distance et des emplois avec des horaires flexibles. Alors, tu veux que Nathalie abandonne notre fille à des étrangers, a interjeté Jake, sont-on conflictuels? Pas du tout. Il existe de nombreuses options de garde d'enfants abordables et de haute qualité. J'ai inclus des informations sur 3 garderies près de chez nous avec d'excellentes évaluations. Les garderies sont des nids à microbes, a objecté Nathalie. Sophia serait constamment malade. Des études montrent en fait que la socialisation précoce renforce le système immunitaire, ai-je répliqué. Mais plus important encore, ce plan vous permettrait à tous les deux de commencer à bâtir des carrières et une indépendance financière, ce qui est meilleur pour Sophia à long terme. Je n'arrive pas à croire que tu essaies de dicter comment nous élevons notre enfant, a dit Jake, sa voix s'élevant. Depuis quand es-tu l'expert en parentalité? Tu n'as même pas d'enfant. Papa a levé la main pour faire taire Jake. Gareth, bien que j'apprécie l'effort que tu as mis là-dedans, tu dois comprendre que Jake et Nathalie ont un enfant à élever. C'est leur principale responsabilité en ce moment. Je comprends cela, ai-je dit, la frustration montant, mais la parentalité n'absout pas les gens de leurs responsabilités financières. La plupart des parents travaillent et élèvent des enfants simultanément. Nous ne sommes pas comme la plupart des parents, a déclaré Nathalie. Nous croyons que Sophia a besoin d'une attention parentale à plein temps pendant ses années de formation. Alors peut-être devriez-vous être ceux qui financent ce choix, ai-je suggéré, en essayant de garder ma voix égale. En ce moment, je subventionne effectivement votre philosophie parentale tout en vivant dans un garage. Jake s'est levé brusquement. C'est n'importe quoi. Tu penses que parce que tu as un boulot de bureau, tu peux venir ici et nous dire comment vivre? Tout le monde ne mesure pas le succès par un chèque de paie, frérot. Certains d'entre nous valorisent la famille plus que l'argent. L'implication que je ne valorisais pas la famille m'a profondément blessé. Il ne s'agit pas d'argent contre la famille. Il s'agit d'équité et de respect. J'ai mis ma vie en attente pendant 2 ans pour vous soutenir tous. Personne ne t'a demandé de faire ça, a crié Jake. Tu as offert d'aider la famille et maintenant tu nous le jettes à la figure comme si on te devait quelque chose. Vous me devez quelque chose, ai-je répondu, mon calme soigneusement entretenu se fissurant enfin. Vous me devez un respect et une considération de base. Vous me devez la reconnaissance des sacrifices que j'ai faits. Et oui, vous me devez un plan sur la façon dont cette situation va changer à l'avenir. Nathalie a commencé à pleurer, pile au bon moment. Je n'arrive pas à croire que tu nous attaques comme ça. Nous essayons juste de faire ce qui est le mieux pour notre fille. Maman s'est immédiatement déplacée pour la réconforter. C'est bon, ma chérie. Gareth ne comprend pas les pressions de la parentalité. Il ne s'agit pas de parentalité, ai-je insisté. Il s'agit d'équité de base. Je vis dans un garage tout en payant la plupart des dépenses du ménage. En quoi est-ce raisonnable? Papa s'est levé, son expression sévère. Ça suffit, Gareth. Je ne te laisserai pas contrarier Nathalie dans son état. Son état, ai-je demandé, confus. Quel état? Un moment de silence gêné a suivi avant que Nathalie ne place une main protectrice sur son ventre. Nous allions l'annoncer ce week-end. Je suis de nouveau enceinte. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing. Un autre enfant, plus de dépenses, plus de justifications pour que Jake et Nathalie évitent leurs responsabilités, plus de raisons pour lesquelles mes besoins seraient secondaires à ceux de tous les autres. Félicitations, ai-je réussi à dire, bien que le mot ait un goût amer. Mais cela rend en fait mon point plus urgent. Comment comptez-vous subvenir aux besoins de 2 enfants? De la même manière que nous subvenons aux besoins d'un, a répondu Jake d'un air suffisant. En famille. Tu veux dire avec mon argent, ai-je précisé. Tu vois, c'est pourquoi Jake sera toujours plus orienté vers la famille que toi, a dit papa, la cruauté désinvolte de ses paroles me frappant profondément.
Il comprend que la famille, c'est se soutenir les uns les autres, pas tenir des registres et exiger d'être remboursé. J'ai regardé autour de la pièce les visages des personnes pour qui j'avais tant sacrifié, et je n'ai vu que des droits acquis et du mépris. Mon intervention soigneusement préparée avait complètement échoué. Non seulement ils avaient rejeté ma proposition raisonnable, mais ils m'avaient en quelque sorte transformé en méchant de l'histoire pour l'avoir même suggéré. Je pense que nous avons terminé ici, ai-je dit doucement, en rassemblant mes documents de présentation inutilisés. Personne n'a exprimé son désaccord ou n'a essayé de continuer la conversation alors que je sortais vers ma maison-garage, le poids de la futilité m'accablant. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Marcus et j'ai raconté la réunion désastreuse. Ils ne changeront jamais, n'est-ce pas, ai-je demandé, la prise de conscience à la fois douloureuse et libératrice. Non, a-t-il dit doucement, parce qu'ils n'ont pas à le faire. Tu as créé une situation où leur comportement n'a aucune conséquence. Ils n'ont aucune incitation à changer tant que tu continues à le permettre. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu sais ce que tu dois faire, Gareth. Tu n'as juste pas été prêt à l'admettre à toi-même. Il avait raison. La voie à suivre devenait de plus en plus claire, bien que j'aie encore du mal à l'accepter. Quitter sa famille semblait impensable. Une trahison de tout ce que l'on m'avait appris sur la loyauté et l'obligation. Mais rester me détruisait lentement, financièrement, émotionnellement et psychologiquement. Cette nuit-là, j'ai fait une liste de tout ce que j'avais sacrifié au cours des 2 dernières années. Mes économies, mon avancement de carrière, ma vie sociale, mon indépendance, mon amour-propre. Puis j'ai fait une deuxième liste de ce que j'avais reçu en retour, un garage froid pour dormir, des culpabilisations constantes et le privilège de financer un style de vie que je n'étais pas autorisé à partager. Le déséquilibre était frappant et indéniable, et avec un deuxième enfant en route, la situation ne ferait qu'empirer. Il était temps de commencer à planifier ma sortie, discrètement et soigneusement, avant de tout perdre, y compris moi-même. Alors que la deuxième grossesse de Jake et Nathalie progressait, la dynamique dans la maison a de nouveau changé, cette fois avec un sentiment de droit encore plus grand. 3 ans s'étaient maintenant écoulés depuis que j'avais été relégué au garage. 3 ans à payer la majorité des dépenses du ménage tout en étant traité comme une arrière-pensée dans les décisions familiales. L'annonce de la deuxième grossesse a apporté avec elle de nouvelles attentes et de nouvelles exigences. Un soir, maman et papa m'ont demandé de les rejoindre à la table de la salle à manger pendant que Jake et Nathalie étaient sortis faire des achats pour bébé, probablement à mes frais. Nous devons discuter des arrangements de vie, a commencé papa, son ton faussement désinvolte. Avec un autre bébé qui arrive, Jake et Nathalie auront besoin de plus d'espace. J'ai regardé entre eux, un sentiment d'effroi grandissant. Que suggérez-vous? Maman a tendu la main pour me tapoter la mienne. Nous avons pensé que le sous-sol pourrait être un meilleur espace pour toi. Nous pourrions vider la zone de stockage et y installer ton lit. Je les ai regardés fixement un instant, sans voix. Le sous-sol était un espace humide et sans fenêtre avec des tuyaux apparents et des inondations occasionnelles lors de fortes pluies. Il était actuellement utilisé pour le stockage précisément parce qu'il était inhabitable. Vous voulez que je déménage du garage au sous-sol, ai-je précisé, certain d'avoir mal compris. J'ai qu'à penser que ça pourrait bien fonctionner, a continué papa. De cette façon, il pourrait utiliser le garage comme aire de jeu pour Sophia et le nouveau bébé. Les enfants ont besoin d'espace pour courir, surtout pendant les mois d'hiver. La manière désinvolte dont il discutait de la dégradation de mes conditions de vie déjà inférieures à la norme tout en s'attendant à ce que je continue à financer le ménage m'a semblé surréaliste. 3 ans de sacrifice ne m'avaient même pas valu la considération la plus élémentaire. Est-ce que l'un de vous deux a été au sous-sol récemment? Ai-je demandé. Il y a des problèmes de moisissure et le plafond est trop bas pour que je puisse me tenir debout dans certaines zones. Nous le nettoyons, bien sûr, m'a assuré maman, passant complètement à côté du sujet. Peut-être mettre quelques chutes de moquette. J'ai secoué la tête, atteignant enfin ma limite. Non. Je ne déménage pas au sous-sol. Si quoi que ce soit, après 3 ans à payer la plupart des factures, je devrais réintégrer une vraie chambre dans la maison. Leurs expressions sont passées de l'attente à l'offense, comme si mon refus était à la fois inattendu et déraisonnable. Gareth, tu dois penser à ce qui est le mieux pour les enfants, a réprimandé maman. Ils sont l'avenir de cette famille. Et mon avenir, ai-je demandé doucement. Est-ce que ça compte pour l'un de vous? Un silence inconfortable a suivi, fournissant toute la réponse dont j'avais besoin. À ce moment-là, une décision s'est cristallisée en moi,
une clarté que j'avais évitée pendant trop longtemps. Je ne déménagerai pas au sous-sol. Je déménagerai complètement, coupant le cordon ombilical financier qui avait permis à cette situation dysfonctionnelle de persister. Avant que je puisse verbaliser cette résolution, cependant, une autre découverte m'a fermement poussé au-delà de mes limites. En cherchant un document fiscal important dans le bureau de papa à la maison, je suis tombé sur des papiers de prêt que je n'avais jamais vus auparavant. Mes parents avaient contracté une deuxième hypothèque sur la maison 6 mois plus tôt, empruntant sur leur capital pour fournir à Jake un capital de démarrage pour une entreprise en ligne qu'ils ne m'avaient même jamais mentionnée. L'entreprise, selon la documentation succincte, consistait à revendre des baskets à la mode en ligne, un marché que Jake prétendait comprendre mais dans lequel il n'avait aucune expérience réelle. Le montant du prêt était substantiel, 30 000 $, avec la maison que j'aidais à payer offerte en garantie. L'entreprise avait apparemment échoué en 3 mois, l'argent avait disparu sans rien à montrer. Ce soir-là, j'ai confronté mes parents au sujet du prêt caché. Leur réponse a été défensive et dédaigneuse. Jake avait besoin d'une chance de construire quelque chose pour sa famille, a expliqué papa. Tout le monde ne peut pas décrocher un emploi confortable dans la technologie comme toi. Confortable, ai-je répété, incrédule. J'ai travaillé pendant mes études et obtenu mon diplôme pendant que Jake faisait la fête. J'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai gravi les échelons, et maintenant je finance tout ce foyer en vivant dans un garage. On y revoilà avec le comptage de points, a soupiré maman. Une vraie famille ne tient pas les comptes de qui paie quoi. Sauf que vous tenez les comptes, ai-je souligné. Vous me rappelez constamment mes obligations envers cette famille sans jamais tenir Jake à la moindre norme. Et maintenant, vous avez mis la maison en danger sans même me consulter, malgré le fait que je paie la plus grande partie de l'hypothèque. C'est toujours notre maison, a déclaré fermement papa. Tu vis ici gratuitement. La déclaration était si éloignée de la réalité que j'ai éclaté de rire. Gratuitement? Je paie plus de 2 000 $ par mois pour l'hypothèque et les charges. J'achète la plupart des courses. J'ai payé pour le nouveau chauffe-eau, le réfrigérateur et d'innombrables autres dépenses. Dans quel univers est-ce gratuit? Eh bien, si tu es si mécontent de l'arrangement, peut-être devrais-tu trouver ton propre logement, a suggéré maman, ne s'attendant clairement pas à ce que je sois d'accord. Tu sais quoi? Tu as absolument raison. Je devrais. Leurs expressions sont passées de la défensive à l'alarme alors qu'ils réalisaient que j'étais sérieux. Attends, Gareth, ne sois pas pressé, a rétropédalé papa. Nous pouvons discuter davantage de la situation du sous-sol. Il ne s'agit pas du sous-sol, ai-je dit, ma voix stable avec une nouvelle résolution. Il s'agit de 3 ans à être exploité tout en étant fait sentir égoïste pour avoir des besoins et des attentes de base. J'en ai fini. Je suis sorti de cette conversation avec un poids en moins sur les épaules. La décision avait été prise. Maintenant, je devais l'exécuter avec soin et complètement. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai tranquillement mis mon plan à exécution. J'ai trouvé un appartement d'une chambre à l'autre bout de la ville, signant le bail pendant ma pause déjeuner. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre institution financière et j'ai commencé à transférer mes fonds. J'ai créé un inventaire détaillé de mes biens pour m'assurer que rien ne serait accidentellement réclamé par Jake ou Nathalie. J'ai réservé un camion de déménagement pour le samedi suivant, le programmant à une heure où je savais que tout le monde serait à la maison. Ce ne serait pas une sortie discrète. Elle devait être claire et sans ambiguïté. Lorsque le camion s'est garé devant notre maison ce samedi matin, la famille était réunie dans le salon. Sophia jouait avec des blocs sur le sol. Jake et Nathalie discutaient de prénoms de bébés et mes parents offraient des suggestions. La scène domestique aurait pu paraître saine à un étranger ignorant le dysfonctionnement sous la surface. « Que fait ce camion ici ?» a demandé papa alors que je passais avec une boîte vide. « Je déménage », ai-je répondu simplement. Aujourd'hui. L'annonce a créé un chaos immédiat. Maman a commencé à pleurer. Papa a exigé des explications. Jake avait l'air stupéfait et Nathalie a rapidement rassemblé Sophia comme si mon départ pouvait d'une manière ou d'une autre lui faire du mal. « Tu ne peux pas simplement partir », a protesté maman. « Et le paiement de l'hypothèque dû la semaine prochaine ? Et les impôts fonciers qui arrivent ?» Le fait que sa première préoccupation soit financière plutôt qu'émotionnelle en disait long. « J'ai payé ma dernière contribution à ce foyer », ai-je déclaré calmement. « À partir de maintenant, les 4 adultes vivant ici devront trouver comment subvenir à leurs besoins. »« C'est à cause du sous-sol, n'est-ce pas ?» a demandé papa.
Nous pouvons trouver autre chose. Peut-être aménager la salle à manger pour toi à la place. Il ne s'agit pas de l'endroit où je dors, ai-je expliqué. Il s'agit d'être valorisé et respecté en tant que membre de cette famille, ce que je n'ai pas été depuis très longtemps. Jake a finalement trouvé sa voie. Alors, tu vas juste abandonner ta famille quand nous avons le plus besoin de toi, avec un bébé en route? Je n'abandonne personne. Je choisis d'arrêter de permettre une situation qui est malsaine pour tout le monde, y compris Sophia et votre enfant à naître. Les enfants ont besoin de voir des adultes modéliser la responsabilité et le respect mutuel, pas l'exploitation et le sentiment de droit. Nous ne t'avons jamais exploité, a insisté maman. Nous t'avons donné un endroit où vivre. Dans le garage, lui ai-je rappelé, pendant que je payais la plupart des factures. C'est la définition de l'exploitation. Alors que les déménageurs commençaient à charger mes meubles et mes boîtes, la réalité de la situation semblait enfin se faire jour pour ma famille. Sans ma contribution financière, leur style de vie confortable deviendrait immédiatement insoutenable. La panique dans leurs expressions a confirmé ce que je soupçonnais. Ils ne s'étaient jamais préparés à cette possibilité, n'avaient jamais élaboré de plan de secours pour une vie sans mon soutien. Tu ne peux pas nous faire ça, a dit papa, sa colère à peine contenue. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi ces 3 dernières années, ai-je demandé doucement. À part profiter de mon sens de l'obligation et me faire sentir égoïste pour avoir des besoins de base. Il n'avait pas de réponse. Alors que la dernière de mes affaires était chargée sur le camion, j'ai remis à mes parents une enveloppe contenant les informations dont ils auraient besoin, la date de ma dernière contribution aux dépenses du ménage, les numéros de compte pour les services publics que je ne paierai plus, et le nom du conseiller financier abordable que j'avais recherché pour eux. Je ne fais pas ça pour vous faire du mal, leur ai-je dit sincèrement. Je le fais parce que c'est nécessaire pour moi, et finalement pour vous tous. Jake et Nathalie doivent apprendre l'indépendance financière. Vous devez établir des attentes réalistes concernant la retraite. Et j'ai besoin de commencer à vivre ma propre vie. Je me suis agenouillé pour dire au revoir à Sophia, qui à 2 ans et demi ne se souviendrait probablement pas de moi comme de l'oncle qui avait tant sacrifié pour son confort. Sois sage, ma puce. On se voit bientôt. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, Jake m'a suivi. Tu le regretteras, a-t-il dit, sa voix tremblant de colère et peut-être de peur. Quand tu auras besoin de ta famille un jour, souviens-toi de ce moment. Je me suis retourné pour lui faire face une dernière fois. J'ai eu besoin de ma famille ces 3 dernières années, Jake. J'avais besoin de respect, de considération et de réciprocité. Je n'ai jamais reçu aucune de ces choses. C'est ce dont je me souviendrai. Sur ces mots, je me suis éloigné de la maison qui était devenue une prison d'obligation, vers un avenir qui, bien qu'incertain, était enfin le mien à façonner. La première nuit dans mon nouvel appartement était surréaliste. L'espace était modeste, un appartement d'une chambre dans un complexe calme avec un parking couvert et un petit balcon. Rien de luxueux, mais entièrement à moi. Je me suis assis sur mon lit, entouré de boîtes à moitié déballées, et j'ai écouté le silence inhabituel. Pas de Sophia en pleurs, pas de Jake et Nathalie qui se disputent, pas de parents qui prennent des décisions sur ma vie sans me consulter. Juste la paix, belle et inconnue. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis mon départ, des messages allant des supplications en larmes de maman aux exigences furieuses de papa, en passant par les menaces et les culpabilisations alternées de Jake. J'ai mis les notifications en sourdine, ayant besoin d'espace pour traiter l'ampleur du changement que j'avais initié. Les implications financières étaient importantes. Mes dépenses mensuelles étaient maintenant considérablement plus faibles sans soutenir 5 personnes. Mais j'avais épuisé une grande partie de mes économies au cours des 3 dernières années. Mes contributions à la retraite avaient été minimes et mon avancement de carrière avait stagné. Je recommençais essentiellement à 0 à 28 ans, bien en deçà de là où j'aurais dû être. Pourtant, malgré ces défis, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. La liberté de prendre mes propres décisions, de prioriser mes propres besoins sans culpabilité, valait chaque centime de revers financier. Les retombées de mon départ ont été rapides et prévisibles. 3 jours après mon déménagement, maman a appelé en larmes. Le paiement de l'hypothèque est dû demain, a-t-elle sangloté. Nous n'avons pas assez pour le couvrir. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je répondu calmement. Vous devriez peut-être appeler la banque et discuter des options de paiement. Mais c'est toujours toi qui gères ça, a-t-elle protesté. Nous comptons sur toi. Plus maintenant,
ai-je dit doucement mais fermement. C'est exactement le genre de dépendance que je ne peux plus soutenir. Des appels similaires ont suivi concernant les factures de services publics, l'argent pour les courses et les dépenses imprévues. Chaque fois, j'ai maintenu la même limite, je ne serai plus la solution financière à leurs problèmes. 2 semaines après mon départ, papa s'est présenté à mon appartement sans prévenir. Son expression était un mélange de colère et de désespoir. Ça a assez duré, a-t-il déclaré lorsque j'ai ouvert la porte. Ta mère est folle d'inquiétude. Jake et Nathalie n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Tu dois revenir et remplir tes responsabilités envers cette famille. Je l'ai invité à entrer, lui ai offert un café et lui ai calmement expliqué que je ne reviendrai pas, ma responsabilité envers moi-même doit passer en premier maintenant, lui ai-je dit. Pendant des années, j'ai négligé mes propres besoins pour répondre à ceux de tout le monde. Cette période de ma vie est terminée. Alors c'est tout ? Tu abandonnes simplement ta famille quand les choses deviennent difficiles, a-t-il demandé. J'ai soutenu financièrement cette famille pendant 3 ans en vivant dans un garage, lui ai-je rappelé. Je ne suis pas parti quand les choses sont devenues difficiles. Je suis parti quand j'ai réalisé que la situation n'allait jamais changer à moins que je ne la force à le faire. Il est parti en colère et déçu, incapable de voir au-delà de sa perception de moi comme étant égoïste et insensible. Il faudrait des mois avant qu'un membre de ma famille ne commence à comprendre la légitimité de ma position. En attendant, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Je me suis jeté dans le travail, obtenant une promotion en 4 mois après mon déménagement. J'ai renoué avec de vieux amis et en effet de nouveaux, élargissant progressivement mon cercle social au-delà de Marcus, qui est resté un soutien indéfectible. J'ai recommencé à sortir avec des filles, timidement au début, puis avec une confiance croissante, à mesure que je retrouvais mon estime de soi. J'ai aussi commencé à voir un thérapeute, travaillant sur les émotions complexes entourant ma situation familiale. La culpabilité qui avait été ma compagne constante pendant des années a lentement commencé à se dissoudre à mesure que je prenais du recul sur les dynamiques dysfonctionnelles auxquelles j'avais échappé. Ce que vous avez vécu était une forme d'abus financier, a expliqué mon thérapeute lors d'une séance. Votre famille a systématiquement exploité votre sens de l'obligation tout en ignorant vos besoins. Partir n'était pas seulement raisonnable, mais nécessaire pour votre bien-être. 6 mois après mon départ, j'ai reçu un SMS de Jake qui m'a surpris. On peut parler ? Juste nous deux. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon appartement. Jake avait l'air différent, en quelque sorte plus âgé et plus sobre. L'arrogance caractéristique avait diminué, remplacée par quelque chose qui approchait de l'humilité. Les choses ont été difficiles depuis que tu es parti, a-t-il admis après une conversation maladroite. Papa a dû sortir de sa retraite pour travailler à temps partiel. Maman cherche aussi du travail. Nathalie et moi avons tous les deux dû trouver du travail et les frais de garde nous tuent. Ça a l'air difficile, ai-je reconnu, sans jubiler ni m'excuser. Je ne comprenais pas avant, a-t-il continué en fixant son café. À quel point tu portais tout pour nous tous. C'était plus facile de ne pas le voir, tu sais, de croire que nous méritions ton aide sans rien donner en retour. C'était la chose la plus proche d'une excuse que je m'attendais à recevoir, et je l'ai acceptée comme telle. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ai-je demandé. Ce que nous aurions dû faire il y a des années. Grandir, prendre nos responsabilités. Nathalie et moi cherchons notre propre logement, quelque chose que nous pouvons réellement nous permettre. Nous avons tous les deux des emplois de débutants. Rien de génial, mais c'est un début. Notre relation a commencé à guérir lentement après cette conversation, non pas pour redevenir ce qu'elle avait été, mais vers quelque chose de potentiellement plus sain, basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation. Mes parents ont mis plus de temps à changer d'avis. Papa a maintenu sa position selon laquelle j'avais trahi la famille en me donnant la priorité. Maman oscillait entre les culpabilisations et les reconnaissances timides que la situation avait peut-être été injuste pour moi. J'ai maintenu des limites fermes avec eux deux, limitant les contacts et refusant d'être entraîné dans des discussions financières. 1 an après mon déménagement, je les ai invités à mon appartement pour le dîner, une rencontre neutre selon mes conditions. Ils sont venus, toujours mal à l'aise avec notre nouvelle dynamique, mais faisant un effort. La conversation a été tendue mais civile. Quand maman a commenté à quel point mon appartement était agréable, j'ai détecté une note de bonheur sincère pour moi sous sa mélancolie. Tu sembles différent, a observé papa alors qu'il partait. Plus confiant. Je le suis, ai-je convenu.
prendre soin de moi m'a permis de devenir la personne que j'étais censé être au lieu d'être simplement le distributeur automatique de billets de la famille. Il a grincé des dents à cette description, mais ne l'a pas contesté. Le chemin vers des relations saines avec ma famille se poursuit, avec des progrès et des revers en cours de route. Je maintiens des limites claires en matière d'argent, refusant de retomber dans le rôle de sauveur financier. Parfois, cela crée des tensions, mais je ne me sens plus coupable de me protéger. La leçon la plus profonde que j'ai apprise de cette expérience est que l'amour véritable exige le respect et la réciprocité. Soutenir les autres ne devrait pas se faire au détriment de son propre bien-être. Parfois, la chose la plus attentionnée que vous puissiez faire, à la fois pour vous-même et pour ceux qui sont devenus dépendants de vous, est de prendre du recul et de laisser les conséquences naturelles se produire. J'ai aussi appris que prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Comme le dit la démonstration de sécurité des compagnies aériennes, vous devez mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. En m'épuisant pour soutenir le dysfonctionnement de ma famille, je n'aidais aucun d'entre nous à grandir ou à s'épanouir. Aujourd'hui, 3 ans après mon départ, ma vie est méconnaissable par rapport à avant. J'ai été promu 2 fois au travail, j'ai de nouveau un compte d'épargne sain et je suis de retour sur la bonne voie pour la planification de ma retraite. J'ai récemment versé un acompte sur une petite maison de ville, atteignant l'objectif qui avait été déraillé par des années d'exploitation financière. Ma relation avec ma famille a évolué vers quelque chose de plus équilibré, bien que non sans défis continus. Jake et Nathalie vivent maintenant dans leur propre appartement avec leurs 2 enfants. Ils ont des difficultés financières, mais apprennent à se gérer de manière indépendante. Mes parents ont dû déménager dans une maison plus petite, mais se sont adaptés à leur nouvelle réalité. Nous nous réunissons occasionnellement pour des événements familiaux et j'apprécie d'être l'oncle Garrett pour Sophia et son frère sans le poids du ressentiment qui colorait autrefois chaque interaction. Je contribue aux cadeaux d'anniversaire et de Noël, mais ma participation financière s'arrête là, une limite que tout le monde comprend et respecte maintenant. Partir a été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais aussi la plus nécessaire. Cela m'a permis de reprendre ma vie en main et, ironiquement, a rendu possible le développement de véritables relations familiales. Non pas basées sur l'obligation ou l'exploitation, mais sur le respect et l'attention mutuelle. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, piégé dans un cycle de dons qui vous épuise tout en étant considéré comme acquis, sachez que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel. Le véritable amour n'exige pas le sacrifice de soi jusqu'à l'autodestruction. Parfois, la chose la plus courageuse et la plus aimante que vous puissiez faire est de vous éloigner. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui ont profité de votre générosité? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de donner la priorité à son propre bien-être. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, vous méritez d'être valorisé non seulement pour ce que vous fournissez, mais pour qui vous êtes.